سلسلة لقاء مع الموجه. Je vais commencer donc par une remarque qui pourrait s'apparenter à une boutade. À vrai dire, ce que nous venons de vivre, c'est l'illustration même de notre rapport à la temporalité et à la modernité, c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans le livre une modernité disjonctive. Et je vais commencer par expliquer. Alors, il était prévu qu'on commence un peu plus tôt, peut-être même beaucoup plus tôt, et du coup, il y avait en permanence le report du début. Et donc, le commencement a toujours été difficile, hein, on ne savait pas. Et en même temps, c'est une conception de la temporalité, à vrai dire, qui est en lien avec notre temps et la conception que nous avons du temps dans notre passé. Et, à vrai dire, le rapport à la temporalité dans la modernité, il est très différent. Et donc, cette idée de rupture avec notre temporalité ancienne, eh ben, on n'arrive pas à la mettre en place. Et je crois que c'est une bonne entrée en matière pour comprendre, ne serait-ce que sur le temps, ce que signifie l'impossibilité de rompre avec les filiations. La temporalité est une forme de filiation. Alors, le livre dont je souhaiterais débattre avec vous ce soir est intitulé « Modernité au pluriel », modernité arabe. D'abord, je m'explique sur le mot arabe. Je l'emploie dans un sens, si vous voulez, de géographie physique, c'est-à-dire que le monde arabe est un espace qui existe dans une réalité géographique, qui est doté, les pays arabes sont dotés d'institutions qui les réunissent sous l'appellation de monde arabe, et dans les constitutions de ces pays-là, l'appartenance au monde arabe et à ce qu'on a appelé pendant longtemps l'arabité, c'est une réalité qui existe. Donc, il ne faudrait pas prendre avec, dans un sens idéologique, cette catégorie, cette appellation de monde arabe. Il est évident que ce monde arabe ne parle pas que l'arabe, il est évident que ce monde arabe n'est pas homogène culturellement, et qu'il y a dans le monde arabe des Amazirs, il y a en Algérie des Kabyles qui se distinguent par cette appellation, il y a des Kurdes, il y a des Turkmènes, et donc il y a en plus de cette appartenance ethnique une multiplicité d'appartenances religieuses, avec une dominante musulmane et chrétienne aussi, des chrétiens d'Orient et puis des chrétiens d'Algérie. Donc, il ne faut pas mettre derrière cette étiquette une appartenance à l'arabité ou des relents de ce qu'on appelle le panarabisme. Donc, cette mise au point est importante parce que généralement, quand on entend arabe, surtout avec tous ces discours qui étaient très susceptibles à l'égard de l'arabité, de l'arabisme et de l'appartenance à l'arabité, on fait Florès et puis ils sont maintenant assez enracinés dans les esprits. Voilà, ce premier malentendu étant levé, je passerai maintenant à la question de modernité au pluriel. Alors, pendant longtemps, le monde arabe a construit son histoire, et cela a été un axe très important dans la réflexion sur la modernité dans le monde arabe. Donc, le monde arabe a construit son histoire par rapport à la modernité en lien avec le monde européen d'abord et occidental en général. Mais dans un premier temps, c'était les empires européens qui étaient l'autre, le grand autre du monde arabe par rapport à la question de la modernité. Et donc, l'inspiration, la première inspiration forte de la modernité et les premières réflexions sur la modernité ont été faites par rapport au monde européen et par rapport à la conception que l'Europe se fait et se faisait de sa modernité. Mais après la globalisation, c'est ce qui va conduire au sous-titre et à la deuxième partie, après la globalisation, plusieurs bouleversements ont eu lieu dans le monde, à commencer d'abord par le paradigme dont tout le monde parle, qui est au fond l'effondrement du camp communiste, et donc l'effondrement apparent de la polarité
monde libéral capitaliste, monde communiste, donc le camp de l'Est et le camp de l'Ouest, et bien après l'effondrement de ce paradigme bipolaire, il y a eu une invasion, si je puis dire, de ce qu'on pourrait appeler en général, on va les ramasser dans une seule expression, les moyens de télécommunication, ce qu'un anthropologue indo-américain, Arjuna Padurai, appelle les landscapes, qui prennent plusieurs configurations, entre autres ce qu'il appelle les technoscapes et les mediascapes, c'est-à-dire l'ensemble des moyens technologiques qui permettent la communication entre des individus appartenant à des géographies différentes, mais qui constituent et qui construisent leur identité par un phénomène de prélèvement. Et donc, la distance n'est plus mesurée en termes kilométriques, si je puis dire, pour le dire simplement, mais en termes de temporalité, de temps. Donc, on peut être au Maroc, communiquer de manière régulière avec un Chinois, avec un Québécois, avec un Africain d'Afrique subsaharienne, avec un Indien. Et cette communication permanente va faire que les éléments auxquels je vais m'identifier ne sont plus des éléments proches géographiquement de mon corps, mais des éléments lointains sur le plan géographique, mais de plus en plus proches sur le plan culturel. C'est ce que j'ai appelé la constitution de soi, la constitution de son identité par prélèvement. Et donc, c'est ce qui explique, en tout cas dans le monde arabe, l'effondrement de cette grande idéologie. Il n'y a pas que ça, mais ça c'est un élément déterminant, l'effondrement de l'idéologie du panarabisme, qui était lié d'abord à la souveraineté de l'État-nation, puisqu'après les indépendances, chaque pays arabe s'est constitué en tant que pays autonome et en tant qu'État-nation, sur le modèle de l'État-nation européen du XIXe siècle, avec toutes les déformations que le processus de mimétisme peut constituer. Puisque dans le livre, je critique l'idée du mimétisme par rapport à la modernité occidentale. Et cette constitution de soi par prélèvement va donner une fragmentation identitaire et on n'est plus face à un seul pourvoyeur de la symbolique identitaire qui était au fond l'État national, et donc la question de l'appartenance à l'exclusivité de l'arabité va s'amoindrir de plus en plus, et la question même de l'identité qui était très forte jusqu'aux années 70, début 80, va petit à petit perdre de sa force. Quand je dis identité par rapport à un seul pôle, alors dans le monde arabe, on va voir quel est le type d'identité qui va devenir fort et qui va constituer le lien entre les individus. Et là encore, ce n'est plus le lien national, c'est un autre lien qui est transnational et qui sera évidemment d'obédience religieuse, pour des raisons tout à fait évidentes et historiquement logiques. Alors, c'est quoi l'idée principale, on va dire, du livre, avec des ramifications qu'on développera? C'est qu'au fait, nous disons souvent que le monde arabe n'est pas moderne parce que justement, le modèle qu'il adopte dans son quotidien ne ressemble pas au modèle des Lumières. On est loin de la pensée des Lumières, on est loin des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire l'autonomie, la raison, la constitution et la réflexion sur soi à partir du paradigme historique, c'est-à-dire l'entrée dans l'histoire et la sortie de la religion. La sortie de la religion, ça ne veut pas dire l'exclusion de la religion. La question de la laïcité, un ensemble d'éléments qu'on considère généralement comme étant des éléments constitutifs de la modernité. L'autonomie, par exemple, quand on parle d'un texte d'Emmanuel Kant, qu'est-ce que les Lumières?
Eh bien, dès le premier paragraphe, il nous définit les lumières comme le courage d'utiliser son entendement et le fait de sortir de l'état de tutelle, c'est-à-dire de la minorité, et le fait d'entrer dans la majorité, c'est-à-dire le fait d'utiliser sa capacité de réflexion, sa capacité de raisonnement, sa capacité, son entendement, ce qu'il appelle l'entendement. Donc, ce paradigme-là, si on le prend et qu'on essaie de le calquer sur le monde arabe, évidemment qu'il pose problème, puisque la question de la mise sous tutelle est une question qui traverse encore les sociétés arabes. Non seulement la mise sous tutelle de la femme, mais aussi la mise sous tutelle de l'homme qui reste subordonné à des lois qui ne sont pas faites par l'homme, mais qui dépendent encore des lois, on va dire, divines en général. C'est ce qu'on appelle la constitution de la société par hétéronomie et non pas par autonomie. Quand on prend l'idée de raison, évidemment, d'abord la raison ne s'oppose pas à la passion comme on a l'habitude de le dire, hein, puisque ce paradigme-là, Spinoza a très bien montré dans l'éthique, notamment qu'au fond, ces deux notions ne s'opposent pas et qu'il y a une raison à l'intérieur même de la passion à travers ce qu'il appelle les déterminations. Et quand on prend le rapport même à l'histoire, eh bien, la manière dont l'histoire du monde arabe a évolué est tout à fait différente de la manière dont l'histoire européenne a évolué. La manière dont l'Europe a séparé, disons, l'organisation religieuse de la société par rapport à l'État. À vrai dire, en Europe, et c'est encore une manière de poser très mal le problème au Maroc et dans le monde arabe, en Europe, il n'y avait pas séparation de la religion et de l'État, il y avait séparation de l'Église et de l'État. L'Église, en tant qu'institution, notamment dans sa version catholique, en tant qu'institution qui est organisée avec un clergé et qui avait une emprise sur l'ordre politique. C'est-à-dire que l'ordre religieux de l'Église avait une emprise sur l'ordre politique. Et donc, la séparation de l'Église et de l'État, c'est l'arrachement. On arrache le politique à l'Église. Et donc, on arrache la gestion du politique à la verticalité ecclésiastique. Et du coup, on commence à penser le politique de manière horizontale, c'est-à-dire rapport entre les hommes et des lois qui émanent des hommes et non pas d'une divinité, et on détruit ce côté vertical de la loi. Ce qui ne veut pas dire que la religion a été éradiquée de l'espace social. Il y a une différence entre la séparation entre l'Église et l'État, l'arrachement de la politique à la religion. Il y a une différence entre ça et entre le fait que la religion existe toujours et que des gens croient, des gens ont la foi, des gens ont besoin de spiritualité, et donc ils peuvent vivre ça. Du coup, la question de la religion a été cantonnée dans la sphère privée. Et la sphère publique est une affaire commune. C'est ce qu'on appelle le bien commun, ce que nous partageons tous. Alors ça, c'est un processus qui s'était passé en Europe pour des raisons historiques évidentes, et aussi parce que le christianisme, qui était, on va dire, dominant, permettait aussi ce type de séparation. Et parce que, justement, l'Église avait une domination sur l'ordre politique. Si on prend cet élément de séparation et si on veut l'appliquer au monde arabe, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la séparation de la religion islamique et de l'État dont on va parler. C'est plutôt le fait d'arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Pourquoi? Parce que dans la religion islamique, la question du clergé n'existe pas dans la version sunnite. Évidemment, dans la version chiite, il y a un semblant de clergé. Mais dans la version sunnite qui est majoritaire, elle n'existe pas. Du coup, ce qui est important et ce dont on peut débattre
et si on veut parler de modernité du monde arabe, ça serait plutôt comment arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Parce que la force de la religion islamique, elle réside dans le fait qu'elle s'introduit dans les plis les plus infimes de la vie individuelle et sociale. Ce qui veut dire qu'elle gère le quotidien le plus intime de l'individu. Et par conséquent, s'il y a une séparation sur laquelle il faudrait se pencher et sur laquelle il faudrait produire une réflexion, c'est plutôt comment arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Et à ce moment-là, on va entrer dans une autre perspective. Ce serait un geste moderne qui est au fond un geste de séparation entre ce qui organise la société. Ce qui pourrait être un geste moderne, c'est comment organiser la société en dehors de l'hétéronomie qui provient justement de l'ordre religieux. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose d'autre. Alors évidemment, cet exemple que j'ai donné, il s'inscrit dans ce que j'ai appelé en général dans le livre la modernité disjonctive. Qu'est-ce que j'entends par modernité disjonctive? La disjonction, c'est la séparation entre deux éléments. Bon, elle a un sens philosophique, elle a un sens linguistique, elle a un sens dans la communication, mais disons que globalement, ce que j'entends par modernité disjonctive, c'est qu'au fait, nous sommes encore aujourd'hui dans une filiation avec nos traditions, avec leur multiplicité, mais en même temps, nous nous sommes séparés de ce qu'on a appelé dans la littérature salafiste du XIXe siècle, qu'il ne faudrait pas confondre avec le djihadisme salafisme d'aujourd'hui. Le salafisme, c'est tout simplement le retour aux pieux prédécesseurs, as-salaf salih. Et donc, à la fois, nous sommes dans cette filiation, mais en même temps, par la force de l'histoire, cette filiation n'est pas la reproduction du même. C'est-à-dire, nous ne ressemblons pas à ce qu'on appelle dans le fantasme d'une collectivité l'islam des origines, la culture arabe des origines, la tradition des origines. Eh bien, l'histoire a introduit une transformation dans toutes ces traditions, et ces transformations par le mouvement même de l'histoire ont été, d'une certaine manière, déformées, entre guillemets, dans le sens historique ordinaire du terme. Donc, filiation avec notre passé culturel, mais en même temps, disjonction avec ce passé, puisqu'il y a transformation par la force de l'histoire. Et en même temps, nous avons essayé de prendre du monde européen, d'abord, et occidental en général, les éléments de sa modernité. D'abord par un processus de modernisation. C'est ce qui m'a permis, au fait, dans une première partie du livre, de revenir à ce qu'on appelle les récits de voyage, ou les relations de voyage, qui, dans le monde arabe, ont pris deux orientations. D'abord, les relations de voyage diplomatiques, ce qu'on appelle en arabe as-sifariyat, et les relations de voyage individuelles, ar-rahalat. Donc, adab al-rihla, la littérature de voyage, les récits de voyage, eh bien, on peut les diviser en deux grandes parties. Qu'est-ce qu'on remarque chez les uns et les autres, diplomates et voyageurs, on va dire ordinaires? C'est qu'au fond, quand ils sont partis, bon, l'un des premiers connus, c'était Rifa' al-Tahtawi, et qui est sorti de cette expérience passée en France vers la fin des années 20 du 19e siècle. Il est sorti avec un récit qui s'appelle Kitab Idriz, on l'abrège comme ça. Mais en fait on l'abrège par Kitab Idriz. Et qui a été publié dans un premier temps avec la première partie du titre, et la seconde c'est et puis après, la réédition qui est venue après a inversé le titre. C'est-à-dire ce qu'on appelle le doute cartésien, c'est cette méthode cartésienne qui a été appliquée d'abord
dans les méditations métaphysiques, et après simplifié et vulgarisé dans le discours de la méthode. Et Taha Hussein va s'appuyer sur le discours de la méthode pour justement expliquer qu'au fond, la poésie anti-islamique, notamment ce qu'on appelle les moyens d'arabe, sont une invention qui est venue après l'avènement de l'islam. C'est-à-dire qu'au fait, il est en train de déstructurer tout un pan du fondement même de l'islam, qui consiste à dire qu'au fond, l'islam, il est venu après cette période de la Jahiliya, et donc l'islam va corriger un certain nombre d'attitudes qui prévalaient à la Jahiliya. Lui, il dit que non, si on s'en tient au document, Shem Jahili, la poésie anti-islamique, est venue après l'avènement de l'islam, et donc c'est une invention, une tradition inventée a posteriori. C'est un enjeu culturel très important. Alors, il s'appuie sur des documents. Il n'est pas, à vrai dire, l'inventeur de cette idée, parce qu'il y avait déjà un Allemand philologue qui avait énoncé cette thèse, sans peut-être aller chercher dans des documents sur lesquels Taha Hussein s'est appuyé. Qu'est-ce qu'on remarque? J'ai donné des figures illustres. Qu'est-ce qu'on remarque chez ces intellectuels qui ont essayé de s'inspirer de la modernité occidentale pour la faire passer dans la culture arabe? On remarque d'abord qu'ils se sont appuyés sur ce que j'appellerais des textes classiques, dans le sens de textes enseignés en classe. Des textes scolaires, c'est-à-dire, à vrai dire, ce n'est pas une réflexion qui a été faite par une quête sur la profondeur de la culture européenne, mais plutôt ce qui leur a été transmis par l'enseignement. Pourquoi je parle de ça? Taha Hussein était l'élève de Lévi-Bruhl, c'est l'époque aussi où il y avait Durkheim, et le discours de la méthode, c'est quoi? C'est Descartes lui-même qui le dit. Il dit, dans une correspondance, j'ai écrit ce livre pour un peu simplifier ma pensée et pour qu'elle puisse être lue même par les femmes. C'est quand même assez misogyne, mais en même temps, c'est pour qu'elle soit comprise de tout le monde. Alors, une vraie réflexion approfondie aurait nécessité peut-être de se pencher sur les méditations métaphysiques pour comprendre de manière plus approfondie la méthode cartésienne. Non, on va, par un effet de mimétisme, suivre ce que l'école française en l'occurrence, a transmis à ses intellectuels. Deuxième point, c'est qu'au fond la modernité occidentale, elle se définit pas seulement parce qu'elle a produit en tant que rupture avec le passé, mais aussi par cette autre partie qui est totalement absente de la réflexion intellectuelle arabe qui a voulu introduire la modernité et qu'on appelle l'anti-lumière, les anti-lumières ou l'anti-modernité. C'est-à-dire, la modernité se nourrit en permanence, et c'est son fondement même, par une critique permanente de ce qu'elle est. Et donc, nous avons un discours moderne face à un discours anti-moderne. Les Lumières étaient nourries aussi des anti-lumières. Je prends quelques exemples. Jean-Jacques Rousseau a écrit le contrat social, a écrit sur le contrat social, mais il y avait d'un autre côté un contemporain qui s'appelle Joseph de Maistre et qui a écrit un livre contre Jean-Jacques Rousseau. Emmanuel Kant, en plus de Qu'est-ce que les Lumières, a écrit un texte sur la Révolution, dans lequel à la fois il célèbre la Révolution française, mais en même temps il la critique dans certains aspects. L'opposé va être écrit par Joseph de Maistre lui-même, un livre qu'on trouve dans les œuvres complètes, qui s'appelle Contre la Révolution. Et donc, ce sont des gens qu'on appelait des réactionnaires. Ce sont des gens qui étaient un peu contre la modernité, contre les Lumières telles qu'elles se sont développées, et contre l'excès de raison. Ce qui veut dire que la modernité s'était définie par la raison, mais aussi par ce qui constitue l'anti-raison, pour justement comprendre les limites de la raison.
Et on a toujours progressé de manière dialectique par la chose et son contraire. Dans le monde arabe, on s'était dit, on va s'approprier la modernité, et on n'a pas réfléchi sur les limites et les apories, justement, des éléments constitutifs de la modernité. Ce qui fait que, de toute façon, on avait introduit et on avait incorporé la modernité uniquement dans sa vision des Lumières, ce qui est au fait une vision assez limitée par rapport à la modernité elle-même. Et on trouve ça, celui qui illustre de manière parfaite ça, c'est Salama Moussa, qui est en fait un inconditionnel des Lumières. Quand on voit son livre « Haoula'i al-Lamouni » ou Al-Hurriya wa Abtaluha fi Tarir, la liberté et ses héros à travers l'histoire ou dans l'histoire, quand on voit un ensemble de livres, ou même un livre qu'il a écrit à la manière d'Emmanuel Kant, mais avec une argumentation très différente, c'est Ben Hiya al-Nahda. Qu'est-ce que la Nahda? Et au fait, c'est très intéressant, c'est un livre très intéressant. La Nahda, c'est un peu la modernité du monde arabe, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. La traduction de Nahda, c'est Renaissance, même si ce n'est pas le strict équivalent. Le mot Nahada, en arabe, il signifie se lever, mais il signifie aussi s'élever. Et donc, c'est une question, disons, il s'inscrit dans un champ sémantique de cette position qui nous permet de nous mettre debout par rapport à son opposé qui est al-inhitat, qui est la décadence. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même conception que celle de la Renaissance, qui est au fond, la Renaissance s'était construite sur le retour au modèle de l'Antiquité. Et du coup, il y avait à la fois certaines similitudes avec la Renaissance, mais aussi des différences par rapport à la Renaissance. Et quand là, je vous donne comme ça des idées en général sur ces points que j'ai développés, mais on pourrait dans le débat revenir de manière plus précise sur certains éléments. Du coup, Mahi al-Nahda est quelque chose, c'est un livre très intéressant parce qu'il définit la Nahda, et il définit la Nahda, on va traduire par Renaissance, par rapport à quelque chose qui se passe à l'époque où vivait Salama Moussa et ses contemporains, donc une réflexion sur le présent, ce qui est très important par rapport à la notion même de modernité. Les Lumières s'étaient désignées comme telles au moment où l'Europe vivait les Lumières. Donc, la question de la réflexion sur le présent était quelque chose de nouveau par rapport aux Lumières et par rapport notamment au texte de Kant. La réflexion sur la Nahda comme quelque chose qui est contemporaine au moment même où les gens la vivent, on réfléchit dessus, est quelque chose qui tient compte de la contemporanéité du temps. Et ça, c'est un élément constitutif aussi de la modernité, qui se veut comme réflexion sur le présent, bien sûr en rupture avec le passé, mais dans le monde arabe, la question de la rupture ne se pose pas de la même manière qu'en Europe, puisque la rupture, par la constitution même de l'histoire du monde arabe, la rupture comme le fait de tourner le dos au passé pour ce que Hegel appelle un lever de soleil, eh bien, ça ne s'est pas passé de la même manière, et ça ne pouvait pas se passer de la même manière dans le monde arabe, puisque, comme je l'ai dit, la filiation, notamment religieuse, a été tellement forte dans la vie la plus intime des individus que les pratiques culturelles ne pouvaient pas être dissociées du vécu religieux, en dehors du dogme. Je parle de la traduction de la religion dans le quotidien des gens. Donc le phénomène ne se pose pas de la même manière. Du coup, nous sommes dans une modernité disjonctive parce que nous avons plusieurs éléments de la société moderne, mais avec une traduction très différente par rapport à notre logique historique. Et en même temps, nous sommes dans une filiation par rapport à notre passé, mais une filiation qui déforme aussi ce passé. Donc le fantasme du Salaf Salih, les pieux prédécesseurs, ne peut pas être retour à l'origine. Le fantasme de l'imitation du modèle et du paradigme européen ne peut pas et n'a pas été fait de manière,
on va dire, adéquate, puisque ce mimétisme a été empreint de déformation, ce qui est tout à fait normal du point de vue historique, je dirais ordinaire du point de vue historique. Et donc, la modernité disjonctive, elle tient à la fois de cette transformation du passé et de cette absorption de la modernité européenne et donc de ce désir de projection dans l'avenir, puisque la modernité nous pousse à réfléchir aussi sur notre projection dans l'avenir. Et ces phénomènes-là, ce phénomène-là plus précisément, on ne peut pas ne pas l'appeler une modernité, mais on ne peut pas l'appeler seulement modernité. C'est pour ça que j'ai utilisé cet adjectif de modernité disjonctive. Alors maintenant, on va passer à des comportements plus concrets. Donc, je suis revenu au passé pour comprendre un peu ce qui se passe dans le présent. Quand on voit par exemple une jeune fille qui se promène dans la rue, il y en a beaucoup, et qui a un foulard, et donc qui a un hijab si vous voulez, en haut, et puis qui est habillée avec un jean moulant en bas. Eh bien, l'ingéniosité linguistique des Marocains, et pas que des Marocains, fait appel ces jeunes filles, Iqra en haut et Rotana en bas. Cette espèce de satellisation, si vous voulez, du corps féminin est très intéressante. Cette satellisation est très intéressante. C'est le modèle même de ce qu'on pourrait appeler une modernité disjonctive. À la fois, il y a quand même une inscription dans une filiation culturelle, et donc ce corps qui se déplace dans la société, qu'on pourrait considérer comme un corps politique qui envoie des signes et une sémantique précise dans la société, il nous dit, eh bien, je suis dans la filiation de ma culture, je suis inscrit dans les références de la communauté, mais en même temps, j'ai un corps, un désir, et donc ce désir n'est pas en contradiction avec les injonctions de la société, et je peux couper, si je puis dire, ce corps en deux, et à la fois répondre à l'injonction de la communauté, et en même temps libérer le désir qui est propre à mon corps. Et cette double posture, les Marocains l'appellent la schizophrénie. Eh bien, ce n'est pas de la schizophrénie. D'abord, c'est un usage malencontreux, parce que la schizophrénie en psychanalyse, il y a plusieurs types de schizophrénie. La schizophrénie en psychiatrie, essentiellement, parce que c'est quand même un trouble psychiatrique. La schizophrénie, elle est caractérisée par la séparation d'avec le monde. Or, ici, on est dans la négociation. C'est-à-dire, le corps négocie ses aspirations vers cette libération du corps, mais en même temps, son appartenance et son inscription dans une filiation. Et la notion de négociation est une notion qui n'est pas psychiatrique, qui est politique. Et donc, la question de la négociation est très importante ici, et il ne faudrait pas minimiser l'importance du corps, qui est un médium social et anthropologique très important. C'est à travers les corps que différents types de reconnaissance sur le plan social se font, parce qu'il y a différents types de reconnaissance. On peut prendre d'autres exemples, puisque moi je me suis... j'avais fait des enquêtes, pas seulement au Maroc, mais aussi dans certaines mosquées en France. C'était d'ailleurs avec un chercheur au CNRS il y a longtemps, et j'ai pu exploiter ces données. J'ai aussi exploité certaines statistiques sur la vente de ce qu'on appelle l'alcool halal. Alors bon, il y a des contradictions dans les termes. L'alcool ne peut pas être halal, mais on va le transformer en quelque chose de halal. Et d'ailleurs, c'est ce qui montre que le produit en tant que tel, le signifiant change de signifier constamment, comme on dit. Le brasseur Heineken, il fait des chiffres d'affaires très intéressants en Égypte, au Liban et aux Émirats arabes unis. Alors, ils ne vendent pas seulement l'alcool, au sens où on sait ce que c'est, mais ils vendent aussi des boissons, des limonades, etc.
Et ils vendent également la bière halal. Et la marque, bien sûr, et la marque. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un jeune des Émirats Arabes Unis, ou un jeune Égyptien, ou un jeune Libanais, ou un jeune Marocain, ou Tunisien, ou Algérien, ça veut dire pour lui vouloir boire de la bière halal. Ça veut dire qu'il est à la fois dans son imaginaire travaillé par... alors, il y a plusieurs éléments qui ressortent des enquêtes, c'est plusieurs éléments. D'abord, surtout aux Émirats Arabes Unis, des jeunes se retrouvent entre eux et en même temps, ils veulent vivre à la manière dite moderne parce qu'ils voient des films américains, ils voyagent également et à la fois, ils veulent être dans des groupes qui consomment de l'alcool, mais eux veulent appartenir au même paradigme sans consommer d'alcool. Du coup, on peut servir des bières avec ou sans alcool, tout le monde se ressemble sans se ressembler. Donc il y a cohabitation sans forcément partager le même produit. Pour des raisons religieuses, pour différentes raisons. Mais en tout cas, il y a ce désir de vouloir consommer de l'alcool sans transgresser l'interdit. C'est très important du point de vue anthropologique. Si vous ne voulez pas boire d'alcool, c'est pas la peine de boire quelque chose qui ressemble à l'alcool. Mais là, sur le plan de l'imaginaire, c'est très important. Et en même temps, vous avez des comportements qui ont une logique anthropologique et qu'on n'arrive pas à saisir. Par exemple, quelqu'un qui peut boire du vin, alors cette fois-ci vraiment du vin alcoolisé, mais qui n'accepterait jamais de manger du porc. Et donc, ce partage entre ces deux interdits est très important. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie beaucoup de choses, mais on va aller à une explication qui a des racines historiques. Le vin, dans le monde arabo-islamique, a toujours existé avant même l'avènement de l'islam. Enfin, l'alcool, on va dire. Et le porc n'était pas très consommé, ne fait pas partie de la tradition culinaire arabo-islamique. Donc, c'est tout à fait logique qu'on ait une répulsion à l'égard du porc, et c'est tout à fait logique qu'on ne trouve pas cette même répulsion dans le vin. Du coup, les deux sont interdits de toute façon, mais on a une interprétation différente de l'un et de l'autre, parce que ces interprétations ne sont pas objectives, ce sont des interprétations subjectives, culturellement subjectives. Et cette dualité, c'est ce que j'ai appelé dans le livre l'ambivalence. Cette ambivalence, elle est structurante et structurelle chez le sujet arabo-islamique. Pourquoi? Parce qu'on essaie de le diviser en deux, de dire est-ce que tu es traditionnel ou tu es moderne? On pose très mal le problème quand on le pose sous ces termes-là. Autre exemple, dans les appartements, de plus en plus dans plusieurs pays arabes, mais restons dans l'exemple du Maroc, ou des maisons, vous avez une partie avec un salon traditionnel et une partie avec un séjour moderne. Sur un plan anthropologique, ça signifie que le corps marocain a envie de se mouvoir entre une filiation par rapport au passé et qui garde sur le plan architectural ces traces du passé, le salon traditionnel, avec son meuble, avec les stucs, etc. Et en même temps, il a envie de se poser également dans un séjour qui a des caractéristiques dites modernes. Et ce va-et-vient entre tradition et modernité, ce va-et-vient entre filiation avec la tradition qui nous a constitués et aspiration à quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de structurel, cette ambivalence, et elle est productive. Moi, la thèse que je soutiens dans le livre, c'est que ce type d'attitudes ne sont pas des attitudes pathologiques ou anormales, ce sont des attitudes structurelles et qui font partie de ce type de modernité que le monde arabe vit aujourd'hui. Après, je vais expliquer pourquoi je fais deux propositions pour justement éviter les dérives. Parce que ce type d'attitudes
peut avoir aussi des répercussions et des dérives, des répercussions négatives et des dérives. Quand vous êtes dans l'ambivalence, il y a toujours possibilité d'éclatement de la collectivité, d'éclatement des références partagées. Il y a aussi possibilité de ce qu'on pourrait appeler simplement possibilité de dérive.